Bonjour tout le monde, bienvenue à notre capsule de M. Bourdeau. Aujourd'hui, on clôt tout ce qui est lié à l'analyse des fonctions algébriques par la dérivée première et aussi la dérivée seconde. Je vous invite à aller voir mes 4 anciennes capsules qui traitaient des points critiques, comment les cibler. Par la dérivée première, une deuxième capsule qui jugeait si une fonction était croissante ou décroissante sur un intervalle donné. Et donc, par après, on avait vu comment on ciblait grâce à la dérivée première les extrémums, les maximums autant que les minimums relatifs. Et finalement, on a vu la dernière capsule, comment grâce à la dérivée seconde, qu'on trouvait si une partie fonction était concave vers le bas ou concave vers le haut. Et grâce au test de la dérivée seconde, on pouvait aussi cibler si dans un certain moment donné d'une fonction, on avait des extrémums, autant des maximums que des minimums relatifs. Tout ça a été vu et aujourd'hui, on englobe le tout à travers tout ceci dans un même problème. Et oui, nous allons tout résumer ce qu'on aura vu durant les anciennes capsules à travers un bel exemple dans quelques instants. Oui, je vais vous offrir une belle fonction algébrique et grâce à l'analyse concrète de cette fonction algébrique, on pourra aller cibler sur quel intervalle est-elle croissante, décroissante, sur quel intervalle est-elle concave vers le haut ou concave vers le bas, ce qui va nous amener en bout de ligne à cibler si on a des maximums autant que des minimums relatifs et même cibler des points d'inflexion. Donc, pour aller cibler tous ces éléments-là dans une esquisse graphique dans quelques instants, il y a 3 grandes étapes ici qui vont être traitées ensemble pour aller cibler croissance, décroissance, les concavités, les extrémums et j'en passe dans une fabuleuse esquisse. Première chose, vous devrez aller cibler les points critiques. Donc, les points critiques autant de la fonction que de la dérivée première. Et donc, vous avez posé la question pour quel x? Pour quel x? A-t-on une dérivée première qui est nulle? Autant pour quel x, votre dérivée première n'existera pas. Un coup, ça va être fait, vous allez passer à la dérivée seconde. Pour quel x a-t-on une dérivée seconde qui est nulle? Autant que pour quel x a-t-on une dérivée seconde qui n'existera pas. Un coup, vous allez cibler tous ces points critiques-là, tous ces x, tous ces nombres critiques, on va aller les installer dans un fabuleux tableau de variation. Bien sûr, en ordre croissant. Mais là, par contre, ayant ciblé tous ces points critiques, il fallait savoir qu'est-ce qui se passe entre ces points critiques. Donc, dans les intervalles, bien sûr, donnés entre ces points critiques. Et pour y parvenir, il y aura 2 choses à vérifier par rapport à la dérivée première ainsi que par rapport à la dérivée seconde. Et donc, ici, si votre dérivée première est positive, vous aurez une croissance sur cet intervalle donné. Si votre dérivée première est donc négative, vous aurez une décroissance sur cet intervalle encore là donné. J'ai encore inscrit ici les points critiques pour tout nous guider et aussi mes principes pour la dérivée seconde. Si votre dérivée seconde dans un intervalle donné est positive, vous allez avoir une concavité, donc concave vers le haut. Si votre dérivée seconde est négative, vous allez avoir une concavité, donc concave vers le bas. Par contre, encore là ici, j'ai inscrit les points critiques. Qu'est-ce qui se passe, bien sûr, si votre dérivée seconde est nulle ou n'existe pas? Parfois, on ne pourra rien conclure. A-t-on un point d'extrémum autant qu'un point de rebroussement anguleux ou point d'inflexion? Tout à l'heure, je vais vous donner un truc pour aller cibler par contre la présence ou non d'un point d'inflexion. Mais parfois, comme vous allez voir tantôt peut-être, on ne pourra peut-être rien conclure à cet endroit-là si votre dérivée seconde elle est nulle autant que si elle n'existait pas. Et maintenant, voici le point culminant de cette belle capsule. Voici un beau problème. Donc, voici donc une fonction algébrique. Notre but, ça va de trouver les extrémums, autant les maximums que les minimums relatifs. Et aussi, par le fait même, diagnostiquer s'il y a des points d'inflexion. Et finalement, en bout de ligne, grâce à notre beau tableau de variation ici rempli, on pourra tracer quand même une belle esquisse pratiquement à l'échelle de comment que réagit la fonction au gré des intervalles en x. OK, donc, et pour y parvenir à tracer cette esquisse, il y aura 3 grandes étapes. D'abord, étape 1, trouver la dérivée première ainsi que les points critiques qui lui sont reliés. Étape numéro 2, trouver la dérivée seconde. Même principe, et également trouver les points critiques qui lui sont reliés. Pour par après aller installer tous ces points critiques dans un tableau de variation, le remplir, ce qui va nous aider en bout de ligne et à remplir ce grand tableau de variation à tracer notre esquisse. OK, donc allons-y. Le but est de trouver, première étape, la dérivée première de ma fonction, donc f de x. Allons-y joyeusement ensemble. La dérivée première, c'est très simple. La dérivée donc de moins 2x5 est clairement ici moins 10x4. La dérivée de 10x, l'autre monôme qui suit bien sûr ici, plus 10. Et la dérivée de 14 est clairement nulle en bout de ligne. Voici donc ma dérivée première. Le but, mon objectif est de trouver donc les points critiques qui lui sont reliés.
C'est-à-dire, première chose, quand est-ce que ma dérivée première est donc nulle? Je tiens à vous aviser qu'il n'y a aucune, pour n'importe quel x, mais il n'y aura aucun x pour lequel ma dérivée n'existera pas, car bien sûr, on voit très bien que c'est un polynôme, son domaine étant de moins jusqu'à plus l'infini, donc les réels dans son ensemble. Donc, on va trouver pour quel x a-t-on une dérivée première nulle, première étape ici. Pour ce faire, je vais aller la factoriser pour mieux voir qu'est-ce qui s'ensuit. Donc, dans mes deux termes, mettons moins 10 en évidence simple. J'aurai ici bien sûr x4 moins 1 comme autre facteur. Si vous remarquez bien, ce facteur, justement, se factorise encore plus, car x4 et 1 sont des carrés. Et bien sûr, différence de carrés oblige, il faut que je factorise le tout. Donc, allons-y joyeusement encore une fois. Donc, je vais donc factoriser ici ce facteur en laissant toujours moins 10 devant les deux facteurs à obtenir ici en bout de ligne. X carré moins 1, chose très simple, j'obtiendrai des facteurs souvent ici. X carré plus 1 et x carré moins 1. Faites le développement de ces deux facteurs. Croyez-moi, vous allez parvenir à ce développement x4 moins 1. Mais ce n'est pas tout. J'ai encore à factoriser cet autre par la magie ici des factorisations, cette autre différence de carré. Je vais aller encore ici, donc j'ai f' de x, dérivée première, dis-je bien. J'ai encore moins 10 devant l'autre facteur x carré plus 1. Et bien sûr, la différence de carré, c'est très simple, x plus 1 par l'autre facteur x moins 1. Voici donc 4 facteurs. Mon but, c'est de trouver les x pour lesquels ces 4 facteurs vont nous offrir une dérivée première égale à 0. Bien sûr, moins 10 est une constante, je l'ignore. X carré plus 1 est toujours de signe positif, car x carré est toujours positif. Bien sûr, un nombre positif plus 1, toujours positif, donc jamais nul. C'est sûr certain que x carré plus 1 ne peut pas donner une valeur nulle ici. Donc, j'ai ce facteur qui pourrait donner 0. Bien sûr, si x valait moins 1. Donc, je vais l'écrire ici en dessous. Premier point critique, c'est x égale à moins 1. Et un second, bien sûr, ici x, pour lequel ma dérivée en bout de ligne serait nulle. Ce facteur est nul si x vaut 1. Donc, voici deux points critiques, x égale à 1 et x égale à moins 1. J'ai aussi, sans doute, peut-être d'autres points critiques. Et ayant trouvé les deux points critiques, moins 1 et 1, grâce à la dérivée première, je pourrais avoir d'autres points critiques reliés à la dérivée seconde ici. Qu'on va trouver ensemble, c'est peut-être un point critique. Donc, pour trouver les points critiques reliés à la dérivée seconde, il faut que je dérive, bien sûr, ma dérivée première une autre fois. Donc, chose très simple ici, ça va aller super rapidement. La dérivée seconde est donc égale à la dérivée d'abord de moins 10x4, qui donne clairement ici moins 40x cube. Et par la fin même, par après, la dérivée de 10 est clairement nulle en bout de ligne. Donc, voici ce monôme, moins 40x cube. Pour, évidemment, ici trouver ces points critiques, et je me casse le cou, donc c'est-à-dire lorsque ma dérivée seconde est donc nulle, c'est très simple, bien, ma dérivée seconde est nulle si et seulement si, bien sûr, x égale à 0. C'est le seul x pour lequel ma dérivée seconde serait nulle. Encore une fois, je n'ai pas de dérivée seconde pour n'importe quel x qui n'existait pas, car le domaine de moins 40x cube est clairement ici, bien, les réels de moins jusqu'à plus infini, donc j'ai aucun x pour lequel cette dérivée n'existerait pas. Je tiens à dire que les dérivées n'existent pas souvent lorsqu'on a une fonction rationnelle, lorsque le dénominateur pourrait être nul. Là, je pourrais avoir un x pour lequel cette dérivée-là n'existerait pas, ce n'est pas le cas ici. Donc, si vous remarquez bien, j'ai 3 points critiques. J'ai bien sûr 0 trouvé par la dérivée seconde. J'ai clairement par la dérivée première 1 et moins 1 que je vais aller installer ici, bien sûr, dans ce tableau de variation. Donc, la façon de construire un tableau de variation est toujours le même principe. Donc, première chose, première ligne, ce sont donc les x et donc les intervalles en x qui vont intervenir. La dérivée première suit la dérivée seconde ensuite. La fonction d'origine par après pour installer les points aux bons endroits. L'allure ainsi que les couples donc précis dans l'allure reliés par après au point critique. Et lorsque c'est fait, bien sûr, on analyse d'abord le domaine de la fonction d'origine. Quand on parle d'un polynôme, son domaine, c'est de moins jusqu'à plus l'infini. Si j'avais exemple une fonction racine carrée, j'aurais dû ici exprimer, exemple, le domaine en termes du radicand positif. Donc, ça aurait été possible qu'on ne parte pas de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, mais ce n'est pas le cas ici, car mon domaine est donc, pour la fonction d'origine, autant de moins l'infini jusqu'à, bien sûr, ici, plus l'infini. Là, par après, je vais l'installer tout dans l'ordre croissant, mais mes points critiques, en laissant toujours, bien sûr, une colonne vide entre chacun d'entre eux pour nos intervalles donnés entre chacun de nos points critiques. C'est-à-dire, le premier point critique, c'est clairement moins 1. Je vais aller l'installer ici. Donc, dans cette deuxième colonne après mes x. Là, je laisse une case vide parce que j'aurai des choses à déterminer entre moins 1 et le second point critique.
clairement celui-ci 0. Et finalement, le dernier point critique, c'est clairement le 1. Et donc, j'aurai ici tout l'intervalle de 1 à plus l'infini à gérer le croissant, décroissant, concavité et tout et tout. Donc, un coup qu'on a installé nos points critiques, on va analyser ici toute la dérivée première, donc les signes de la dérivée première. Avant de partir en part, par rapport aux signes de les intervalles donnés de notre dérivée première, bien sûr, j'ai deux points critiques reliés à ma dérivée première, qui étaient 1 et moins 1. Et bien sûr, elles étaient ces valeurs des points critiques, car la dérivée première était nulle à ces endroits-là, bien sûr. Donc, je vais l'installer, bien sûr, 0 autant moins 1, ainsi qu'à 1, car j'avais des points critiques à ces x pour ma dérivée première. Elle était nulle, ma dérivée première, à ces x. Par après, bien sûr, je vais aller traiter des signes dans ces intervalles donnés de cette dérivée première. D'abord, tous les nombres qui sont entre moins l'infini et moins 1, mais vont générer quel signe pour ma dérivée première? Première chose, je prends exemple une valeur en bas de moins 1, style moins 2. Et analyser donc les facteurs, c'est plus simple que d'analyser la dérivée première en termes de polynôme, je tiens à dire, pour juste du signe d'un x qui serait entre moins l'infini ainsi que moins 1. Donc, je prends moins 2 ici. J'aurai un facteur, bien sûr, moins 10 qui serait négatif. Pour le besoin de multiplication, je vais marquer un petit moins au-dessus de moins 10 car moins 10 c'est clairement négatif. Là, si x est de moins 2 style, donc j'aurais x carré plus 1 qui serait donné une valeur positive, c'est clair à 100%. Donc, positif pour ce facteur. Si c'est le moins 2, moins 2 plus 1 donnerait bien sûr une valeur négative. Et ça serait pour n'importe quel x en bas de moins 1. Parce que ce facteur serait ici négatif. Et si x est le moins 2, mais ce facteur ici sera aussi négatif. Si vous remarquez bien, un moins fois un plus, le moins l'emporte. Un moins fois un moins, le plus l'emporte. Un plus fois un moins, le moins l'emporterait ici. Ce qui justifie le fait que si ma dérivée est négative, bien, ma fonction va décroître. Je tiens à dire que si ma dérivée première est négative, bien sûr, j'aurai une section sur l'intervalle présente ici, mais décroissante sur cet intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 1. Ainsi de suite pour toutes les autres portions dans les autres intervalles. Je vais aller vite, vous allez voir, ça va se faire hyper rapidement. Si vous remarquez bien par la magie du montage, j'allais inscrire les signes de ma dérivée première dans ces intervalles qui suivaient. Ça peut mettre ici intervalle. Admettons, on va juste comprendre ce signe que j'ai installé comme étant ici positif. Entre moins 1 et 0, mettons que je prends, exemple, 0.5, moins 0.5. Ce facteur reste négatif. Si x vaut moins 0.5, il reste bien sûr ce facteur x carré plus 1 toujours positif. Si x valait moins 0.5, j'aurais moins 0.5 plus 1, 0.5. Oups, lui devrait être positif. Voilà le style d'analyse pour le jeu du signe de notre dérivée première. Et si x valait moins 0.5, lui, il resterait moins 0.5 moins 1 négatif, c'est sûr, ça vous donnerait moins 1.5 à bout de ligne. Là, par contre, un moins fois un moins, le plus l'emporterait, d'où ce signe positif. Même principe de raisonnement, je vous jure, pour les chiffres compris entre 0 et 1, votre dérivée première serait positive, je vous le garantis en bout de ligne. Et tous les chiffres en x seraient plus grands que 1, de 1 à l'infini. Bien sûr, j'aurais tous des signes de ma dérivée première négative. Croyez-moi, ces signes sont les bons. Là, par après, ayant jugé de tous les signes de notre dérivée première, on va aller juger si notre intervalle ici croît ou décroît selon ces signes de cette dérivée première. Dérivée première ici positive, la fonction va donc croître. Ma fonction va croître dans mon plan cartésien, c'est sûr, entre moins 1 et 0 dans quelques instants. Dérivée première ici positive, donc encore croissant entre ici 0 et 1 de cet intervalle. Et de 1 à l'infini, dérivée première négative, donc décroissance de fonction. Bon, grâce au signe de notre dérivée première, on peut aller juger si bien sûr notre fonction a un point qui sera un minimum autant qu'un maximum relatif. Car bien sûr, si ça décroît et si ça recroît par après un point très précis, j'ai clairement à ce point précis un minimum. Ce qui est quand premier, c'est marqué bien, décroissant et après ce point-là ici, ça recroît. Donc en ayant un signe différent, changement de signe pour ma dérivée première, décroît de croissante par après, c'est sûr que le point qui est ici est clairement un minimum. Car c'est ça minimum. Avant minimum, ça décroît. Après ce point minimum, ça croît. Et même principe ici, par contre, à ce point-là, quand x vaut 0, croît. Et après ce point-là, ça recroît encore. Donc, on ne peut pas rien affirmer pour l'instant ici. Et finalement, croissante de décroissante après ce x qui vaut 1. Donc, croît de décroît. Je suis en présence d'un maximum, bien sûr, en ce x qui est 1 ici. Donc, je sais déjà d'avance que j'ai deux extrémums. Le minimum autant que ce maximum relatif. Donc maintenant que notre dérivée première est réglée, passons à la dérivée seconde. Donc à cette troisième ligne ici, à remplir les signes de la dérivée seconde. À partir en part, on avait trouvé qu'il y avait un point critique en x égale à 0
ou cette dérivée seconde était nulle. Donc, la dérivée seconde est nulle quand x vaut 0, d'où je vais installer ici 0 à cet endroit. Par après, bien sûr, on va analyser les signes des autres ici, portions d'intervalle. D'abord, de moins l'infini jusqu'à moins 1 dans cette case-là ici. Quel est le signe de cette dérivée seconde? Quand x est donc négatif, chose très simple, quand x est négatif ici, n'importe quel nombre négatif à la 3 donne encore un nombre négatif. Négatif fois négatif moins 40 donnera assurément un nombre positif. Donc, votre dérivée seconde ici, elle est positive. Si votre dérivée seconde, elle est positive, concave vers le haut. Donc, voici le symbole de concave vers le haut que j'installe dans la fonction. Donc, elle sera donc à cet intervalle-là, mais une portion de concave vers le haut. Je continue. Pour ici, entre moins 1 et 0, entre moins 1 et 0, mais bien sûr, mettons, je prends un x comme tout à l'heure, moins 0,5 à la 3 donne assurément un nombre négatif, fois moins 40, encore un nombre négatif, 2 moins multiplié donne un nombre, encore là ici, positif. Donc, je vais aller carrément mettre encore là ici le signe de ma dérivée seconde positive pour l'intervalle entre moins 1 et 0. Encore là, dérivée seconde positive, j'aurai bien sûr encore là une concavité vers le haut. Donc, je continue. Entre 0 et 1, oups, tout nombre positif compris entre 0 et 1 à la 3 donne un nombre positif, mais fois moins 40, le moins va l'emporter. Donc, dérivée seconde négative dans l'intervalle de entre 0 et 1, concave donc vers le bas dès que ma dérivée seconde était ici, bien sûr, négative. Je continue. Bien sûr, ici, pour l'intervalle de 1 jusqu'à plus l'infini, donc, je prends un x bidon comme 4 à la 3 positif, pas n'importe quel nombre plus grand qu'1. Donc, à la 3, toujours positif, fois négatif, moins 40, le moins l'emporte, bien sûr, ici. Donc, vous allez avoir un signe de votre dérivée seconde négative, ce qui affirme encore qu'on a une concavité vers le bas durant l'intervalle de 1 à plus l'infini. Si vous avez bien marqué à la maison, j'ai pas ignoré, j'ai vraiment délaissé deux cases vides pour les signes de ma dérivée seconde quand x valait moins 1 pile et quand x valait 1 ici pile. C'est pas tellement une chose très importante, mais ça veut juste juger ici que notre dérivée seconde existe à ces deux x précis. Donc, comme par exemple, si x valait moins 1, quel est le signe de ma dérivée seconde? Si x valait moins 1, j'aurais moins 1 à la 3, donc moins 1 fois moins 40, 40. Donc, j'aurais ici un signe positif. Donc, bien sûr, ma dérivée seconde existe quand x vaut moins 1, ce qui fait juste affirmer dans le fond que moins 1 n'est pas un point critique relié à ma dérivée seconde. Pareil, si x valait 1, j'aurais bien sûr ici un signe négatif, car 1 au cube, j'aurais 1 fois moins 40 donnerait moins 40, encore là ici. Moins 40 est une valeur réelle, un nombre réel. Mais ma dérivée seconde ici existe à ce x qui est aussi non pas un point critique de f, c'est-à-dire relié à ma dérivée seconde, mais bien sûr qui était relié à ma dérivée première. Donc, les signes ne changent pas ici, si on remarque bien, de moins l'infini jusqu'à 0, autant que de 0 jusqu'à plus l'infini pour la dérivée seconde qui demeure à être négative. OK, je continue à remplir mon tableau de variation ici, c'est marqué bien. On va les calculer, les valeurs des y de notre fonction, donc, au point critique, donc à ces trois points critiques. Quand x vaut moins 1, donc ma fonction, bien sûr d'origine, donc à quel y associé à ce x? Pour aller cibler, bien, ces points-là critiques sont à quel y ici? Quand x vaut moins 1, j'aurai donc ici 2 positifs, moins 10, donc moins 8 plus 14, j'aurai donc ici 6 comme valeur de y au point en x égale à moins 1. Si x vaut 0, j'aurai clairement ici 14. Donc, voici le y de ma fonction quand x vaut 0. Et si x valait 1, j'aurai bien sûr ici moins 2 plus 10, donc 8 plus 14. J'aurai donc ici 22. Donc, ça m'offre les points précis, moins 1, 6, 0, 14 et 1, 22, que tout à l'heure, je disposerai plus ou moins à l'échelle dans cette esquisse graphique. OK, maintenant, juste avant de tracer l'esquisse ensemble dans ce plan cartésien, il reste à déterminer les allures reliées à ces intervalles ici donnés. Tout est bien indiqué car j'ai qu'est-ce qui m'intéresse point de vue allure. Croix, décroît, autant que concave vers le haut ou concave vers le bas ici. Bon, première chose, je veux une allure qui est décroissante, mais en même temps concave vers le haut. Si vous remarquez bien, une concavité offre tout le temps deux variations. L'une décroît dans ce cas-ci et l'autre par après est croissante. Moi, qui m'intéresse, c'est la portion qui est décroissante. Donc, l'allure va être la suivante, chose certaine. Concave vers le haut, mais décroissante. Même chose ici. Donc, j'ai décroissant, décroissant. Moi, je veux croissante à cette concavité vers le haut. Donc, voici l'allure qui sera ici concave vers le haut, mais croissante.
Je continue, concave vers le bas, croissante, ça va être cette portion de courbe croissante, décroissante. Ici, je voulais avoir donc par rapport à ma croissance, cette allure donnée, c'est clair. Évidemment, dans cette concavité ici vers le bas, concave vers le bas, croît, décroît, je veux décroître. Donc, voici mon allure tantôt que je vais l'imbriquer par rapport à l'intervalle de 1 jusqu'à plus fini. J'aurai cette courbure ici d'esquisse. Et juste avant de tracer l'esquisse, je vais aller juste mettre au bon endroit, dans le fond, les points entre ces allures de courbe ici suivantes. D'abord, le point moins 1,6. Donc, dans la case suivante, j'en ai marqué le point moins 1,6. Le point 0,14 dans cette, bien sûr, case. Donc, entre ces deux courbures, j'aurai tantôt dans mon plan cartésien aller cibler le point 0,14 et le point 1,22. Ici, qui est encore notre maximum entre cette courbure ainsi que cette courbure ici décroissante. Et si vous marquez bien, j'ai encore deux extrémums, mais au point 0,14, qu'est-ce qui se passe? Ici, marquez bien, c'est croissant de plus en plus vite avant le point 0,14 et après le point 0,14, c'est encore croissant, mais de moins en moins rapidement. Donc, de plus en plus lentement, si on peut dire. Donc, le point 0,14 est bel et bien un point d'inflexion. J'écris INF pour inflexion car j'ai comme une portion qui est croissante jusqu'à 0,14 et par après, ce point-là, 0,14, c'est encore croissant, mais de moins en moins rapidement ici. Donc, je bel et bien un point d'inflexion au point 0,14. On va voir encore mieux dans quelques secondes dans l'esquisse qu'on va tracer ensemble. On y est! On est rendu ici à la finalité, dans le fond, de cette analyse, de cette fonction algébrique, à tracer l'esquisse ensemble. Mais tout y est, point esquisse, dans notre fabuleux tableau de variation. La preuve, d'abord, je l'ai installé dans mon plan cartésien, c'est 3 points critiques. Donc, sans graduer à l'échelle, c'est plus ou moins pertinent. Moins 1,6, premier point critique, second point critique en 0,14 et mon dernier point critique au point 1,22. Là, je regarde mes allures autant avant qu'après ces points critiques indiqués. Donc, moins 1,6, le voici. Avant moins 1,6, de moins l'infini jusqu'à moins 1, justement, c'est une fonction qui est décroissante, concave vers le haut. Enfin, je me fie à cette courbure ici, de cette allure finalement. Donc, voici donc cette portion de courbe de moins l'infini jusqu'à 1, décroissant, concave vers le haut. Par après, le point moins 1,6, c'est croissant, mais concave ici, vers le haut encore. Donc, là, ça va venir à être encore jusqu'à le point ici en 0,14, mais donc croissante, concave vers le haut. Donc, ça redevient être comme c'est le cas ici. Après le point 0,14 jusqu'au point 22, donc croissante, concave vers le bas. Donc, ça fait un flip comme c'est le cas ici. Après le point 22, ça redevient être décroissant, concave vers le bas. Donc, je me fais mon allure ainsi tracée là. Donc, et donc, voici cette dernière portion d'allure de 1 à l'infini. J'ai cette allure ici qui est purement décroissante. On voit très bien que j'ai un minimum relatif au point moins 1,6. J'ai bel et bien un maximum relatif au point 1,22 et j'ai bel et bien ici, un point d'inflexion au point, j'en perds mes mots, au point 0,14. Donc ici, c'est avant croissant, après encore croissant, mais j'ai un changement de concavité, donc j'ai un changement de signe pour ma dérivée seconde ici. Dérivée seconde positive, dérivée seconde négative. Donc, le point 0,14 est bel et bien un point d'inflexion, c'est sûr et certain. Donc, voilà, à l'esprit, vous avez bien compris, tranquillement, étape par étape. J'ai pris mon temps avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez bien saisir donc, la puissance de la dérivée première ainsi que la dérivée seconde qui nous permet d'esquisser une allure graphique quand même précisément, quand même assez précis. Donc, voilà. C'est tout pour moi. On se retrouve plus tard pour une prochaine capsule, peut-être. Je vous salue. Bye bye!